Ok, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sit and Talk, le podcast imaginé pour les créateurs, travailleurs indépendants. Ici, on parle vraiment de plein de sujets en rapport avec le monde de l'auto-entrepreneuriat, création, gestion, vie d'entreprise. Vraiment au sens le plus large parce qu'on aborde vraiment plusieurs thématiques différentes en lien avec la vie d'auto-entrepreneur. Le but, c'est de présenter à la fois l'univers de chaque invité, mais également d'essayer de vous apporter des éléments de réflexion sur des différentes thématiques auxquelles vous pouvez faire face dans votre vie quotidienne. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas Pignou, je suis le créateur de ce podcast et avant de vous dévoiler l'invité du jour, sachez que ce podcast est filmé, donc pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous retrouver sur ma chaîne YouTube, donc il suffit de taper Sit and Talk ou Nicolas Pignou. Et pour ceux qui nous voient sur YouTube, sachez que ce podcast est également dispo sur toutes les plateformes, Apple Podcast, Spotify, Deezer, enfin peu importe où vous écoutez les podcasts, c'est dispo partout. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Vince de la chaîne Balt. Salut Vince. Salut Nico. Merci de nous avoir invités chez toi, parce qu'on est chez toi ici. Bienvenue. Donc un grand merci à toi de nous ouvrir les portes de ton appart bordelais. Le salon. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de créativité et d'inspiration, donc plusieurs thématiques différentes. Comment rester productif, quelles sont les principales sources de motivation, tout ça. Donc, avant de commencer ça, on va te présenter un petit peu. Okay. Donc, je vais te laisser te présenter et puis découvrir, laisser les gens te découvrir. Voilà, en quelques mots. La créativité, un vaste sujet. Du coup, bonjour à tous. Pour ceux qui me connaissent pas, donc je m'appelle Vince. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Balt. Et l'idée de cette chaîne, c'est de montrer un petit peu l'envers du décor d'une vie d'entrepreneur dans la vidéo. Donc j'ai fait j'ai touché à tous les domaines dans la vidéo, c'est-à-dire que j'ai fait du tuto YouTube sur Premiere Pro, sur Lightroom, etc. pour faire des belles vidéos et des belles photos. Et j'essaye aussi un peu de raconter mon quotidien finalement, essayer de parler des challenges qu'on traverse quand on se lance dans l'entrepreneuriat et en particulier dans le monde de la vidéo. Donc voilà, j'ai créé une petite communauté autour de ça et puis je me dis qu'en partageant mon expérience auprès des gens, peut-être que ça va parler à certaines personnes, des gens qui voudraient se lancer ou qui se sont déjà lancés et qui se posent des questions. On se pose tout le temps des questions quand on entreprend et voilà, j'essaye d'y répondre le plus possible. Ok, donc toi, quand tu t'es lancé sur YouTube, tu avais déjà cette idée-là d'être créatif, tu savais déjà que tu voulais essayer d'inspirer les gens? Ouais. C'était ta manière à toi de te sentir créatif et inspiré ou Ouais, alors complètement. C'était, en fait, il y a eu plusieurs raisons au fait que je me sois lancé. La première, c'est qu'initialement, je suis pas du métier et je n'avais aucun pied dans l'écosystème entre guillemets vidéaste et photographe. Okay. Donc déjà, ça c'était la première chose. C'était ma manière à moi de rentrer un peu dans ce milieu-là, de faire des rencontres dans le milieu de gens qui partageaient la même passion ou le même métier. Donc ça, c'était la première source de motivation. Et la deuxième source de motivation, effectivement, c'était de partager ma passion. Et évidemment, l'aspect YouTube, c'était un moyen pour moi d'être hyper créatif, d'avoir une certaine liberté de parole, une liberté d'expression, okay. De communication. Et en fait, l'avantage, c'est que quand on est sur YouTube, on se détache pas mal de certains besoins clients qu'on peut avoir quand on est freelance. Du coup, on a une liberté maximale en fait, qui est hyper intéressante. Donc, choix des musiques, direction artistique, choix du type de montage, etc. Donc, en termes de créativité, c'était hyper cool, c'était hyper inspirant. Et du coup, comment tu as réussi à trouver tes premières idées de vidéo, à te spécialiser dans un domaine ou pas? Peut-être que tu n'as pas de domaine de prédilection je vais répondre à ça. Alors du coup, il y a une réponse en 2 temps, on va dire. Ouais. En gros, quand j'étais ado, je faisais pas mal de vidéos pour le plaisir, quoi. C'était vraiment une passion qui était vraiment présente dans ma vie. Tu faisais déjà de la vidéo? Je faisais déjà de la vidéo par passion depuis un moment. Okay. Et j'ai toujours été assez réceptif
à l'image, au son. Donc j'ai fait un peu de musique aussi. J'ai touché un peu à tout. J'étais toujours un peu créatif. J'étais le créatif de la famille, si tu veux. D'accord. Et du coup, voilà. Et en fait, j'étais assez réceptif aux images, en particulier les clips musicaux de l'époque. Donc, faut se replonger dans les années 2000, où en gros, il y a vraiment un boom des clips. Il y a vraiment un gap qui se crée entre les années 90, où on avait quelques grosses pop stars qui arrivaient à faire des clips avec du gros budget. Et dans les années 2000, en fait, ça s'est démocratisé de fou. Et dans le R&B, dans le rap, tout ça, c'était des trucs où il y avait des vraies bonnes idées, quoi. Et c'était hyper inspirant. Et il y a aussi eu, je me rappelle encore de quelques matrixages par des pubs télé aussi, notamment dans le parfum, dans la voiture, des choses comme ça, où il y avait souvent un gros budget et il y avait des idées souvent hyper stylées. Maintenant, j'ai l'impression qu'on tombe dans de la pub un peu facile, etc. Ouais. Mais il y avait à l'époque, et encore aujourd'hui pour certaines marques, la recherche d'une pub avec un côté ciné, un côté très inspiré. Donc ça t'a vraiment marqué dès le début, quoi. Ouais, ça c'est vraiment un truc qui m'a suivi pendant très longtemps. À la fois les clips musicaux et quelques bonnes pubs télé qu'on savait faire. Donc ça t'a vraiment donné des idées au point de te dire j'ai envie de faire pareil. Ouais, en termes d'esthétique et tout, je me rapproche vachement du côté. Enfin, j'essaye toujours de faire un truc assez cinématique et tout. C'est pas forcément le style le plus à la mode en ce moment. Ça l'a été pendant un temps, etc. Enfin voilà, les modes changent. Mais c'est vraiment un truc où c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup retrouver dans les clips musicaux, dans la pub, etc. Ça, c'était la première étape, je pense, de ma fondation, en tout cas pour apprécier l'image. Après, voilà, j'ai une période de très musique, très branchée musique électro, etc. Je faisais de la compo et tout, donc c'était cool. J'avais toujours ce besoin de créer, toujours pas mal d'idées. Et puis après, s'en est suivi une tendance du coup sur YouTube. Je me suis mis à pas mal regarder YouTube. Et j'ai commencé à voir les premiers créateurs américains ou canadiens. C'est vrai que c'est eux qui ont toujours amené le truc en premier. Et puis nous, après, on a suivi. Exactement. Et donc, du coup, toute la lignée des Canadiens, Peter McKinnon, Matti Apoya, etc. J'avais repéré aussi un créateur allemand qui s'appelait Christian Mattegrab. Qui est quelqu'un d'hyper talentueux, qui a fait une grosse pause là pendant un petit moment et qui commence tout juste à revenir. D'accord. Et je suis trop content de son retour. En vrai, c'est vraiment trop cool et j'aime trop ce personnage. J'irai voir alors. Ouais, franchement, ça vaut grave le coup. Et donc voilà. Et en fait, ces gars-là, ils ont senti le truc de on va redonner du pouvoir à ceux qui sont derrière les caméras, donner un petit côté. Vas-y, on est stylé, on fait des vidéos de fou, on fait des photos de fou et tout. Et je trouve que ils ont lutté un peu entre guillemets contre l'image du photographe qui est un peu dans son coin, qui est un petit peu discret, qui est toujours planqué derrière sa caméra. Ils ont amené ce courant de genre on peut assumer d'être dans ce métier-là, on peut être créatif, on peut parler de notre boulot et puis voilà. Et en fait, c'est juste cet aspect de se mettre en avant, eux qui ont plutôt l'habitude d'être derrière la caméra, de soudainement se retrouver de l'autre côté et puis d'essayer de promouvoir un peu plus leur boulot. C'est ça qui t'a donné un peu c'est ça. En fait, c'est ça. Clairement, ça entre guillemets, ça a redoré le blason. Je sais pas si on peut dire redorer ou pas, mais dans l'idée initié quelque chose déjà. En gros, c'était cool d'être photographe ou vidéaste. Ça l'est, c'est clair. Je suis d'accord. ça l'est. Mais avant, on le savait pas. Ouais, c'est clair. Et je pense que du coup, ça a donné un peu plus d'importance aussi au métier. Tu vois, en gros, ça a révolutionné un peu le truc. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont suivi avec ce mouvement initié là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi la tendance. Toi, je pense que c'était un peu. Mais clairement. C'était un peu ça. Moi, c'est ça. Moi, c'est toute la période 2015-2016, tout ça. Casey Neistat aussi. Ces genres de personnes qu'on aimerait. On s'identifie un petit peu à eux, tu vois. Clairement. On aimerait bien avoir leur vie, donc. C'est vraiment très schématisé de dire ça comme ça, tu vois. Mais la vie qui montre. La vie qui montre, on se dit c'est cool, ils montrent que du positif. C'est un peu comme tout l'aspect des réseaux sociaux, tout ça, mais t'as l'impression qu'il y a un peu du vrai aussi dans tout ça, que ce qu'ils font c'est cool et qu'ils sont passionnés par tout ça et qu'on se dit c'est vraiment génial, j'ai envie de faire pareil, quoi. Ouais, clairement. Mais ça, c'est la particularité de YouTube aussi, c'est que en gros c'est une plateforme avec un certain état d'esprit où l'authenticité et la véracité un peu de ce qu'on dit, c'est quelque chose qui est hyper important pour les communautés qui suivent ça. Et en plus, du coup, cette période là dont tu parles, effectivement 2015-2016, je trouve que ça correspond aussi à l'explosion de YouTube en France. Je trouve qu'avant cette période-là, la France n'était pas très YouTube et je trouve que maintenant, il y
ça a bien changé, le décor a bien changé et YouTube a une grosse place dans le divertissement, etc. En France. Ouais, c'est vrai. C'était moins le cas avant, je pense. Et du coup, ces deux combinaisons-là, c'est-à-dire que tout le monde se met à regarder un petit peu YouTube. Et en plus de ça, tu as des créateurs de fous qui font rêver et qui te font dire genre, je veux faire le même métier qu'eux. Voilà, ça, c'est un truc qui m'a grave motivé et qui m'a donné plein d'idées pour créer ma chaîne YouTube dans un premier temps, me reconvertir après. Ok. Et puis voilà. Ça roule trop bien. Et du coup, ta chaîne YouTube, tu l'as créée en quelle année déjà ? Alors j'ai créé ma chaîne YouTube en 2017 je crois, et mon premier Facecam c'était un an après, en 2018. Ah ouais ? Ouais. D'accord, t'étais un peu... Et alors, t'avais pas trop envie de te montrer, ou c'était quoi le... J'avais pas trop... Ouais, j'étais pas forcément hyper à l'aise avec le fait de me montrer, même si c'est devenu après ça devient un poison une fois que tu t'es montré, après tu t'arrêtes plus. Après faut pas... Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait les gens parfois ils peuvent se dire il a un melon comme ça, il passe son temps à se filmer et tout, mais il y a que ceux qui savent pas ce que ça fait qui peuvent se permettre de dire ça, parce qu'une fois que tu sais ce que ça fait, tu ressens pas du tout la même chose. Ouais, je suis d'accord. Tu te dis c'est normal, tu vois, mais après, je comprends exactement ce que tu veux dire. Il y a clairement une question d'ego, je pense, de toute façon. Après, c'est sûr, l'ego est plus ou moins à mesuré. une échelle différente selon les personnes, c'est sûr. Parce qu'il faut s'accepter à l'image, il faut s'accepter avec sa voix, tout ça. S'entendre aussi. La première fois que tu t'entends, tu te dis oh là là. La galère. Pourquoi j'ai cette voix-là ? C'est ça. Je me rappelle de mes premières vidéos et j'ai appris à poser à ma voix un petit peu. Ouais, c'est pas facile au départ. Ouais. Donc, il y a eu. Il y a eu cette étape-là où, en gros, au début, je faisais juste des visual vibes, on appelait ça. Donc, en gros, c'était plutôt des démonstrations techniques, entre guillemets, de matériel. Donc, c'était plutôt des vidéos très esthétiques, avec une musique, des plans assez courtes, tous les plans au ralenti, des vidéos assez courtes, etc. Notamment parce qu'il y avait ce Christian Mategrab, là, ce créateur allemand qui faisait beaucoup ça. J'ai acheté le même matos que lui, tu vois. C'était ma grosse source d'inspiration. Il était européen, tu vois. Je sentais le truc aussi. T'as pas la même mentalité qu'avec les Américains, où les mecs ils se pointent direct avec 50 000 balles de matos et tout. Toi, t'es là à côté, tu fais. En fait, je peux pas m'approcher de ce qu'ils font parce que ils en imposent trop, tu vois. C'est hors catégorie, quoi. Direct. Ils ont cette culture un peu genre on met du gros matos. Eux, c'est un peu tout ou rien, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, c'est un peu la débrouille, les moyens du bord au début. Et puis. Et du coup, ce mec-là, en fait, arrivait avec du matos simple qu'on pourrait même qualifier aujourd'hui de pas professionnel, à faire des vidéos qui sont hyper quali, hyper jolies, hyper inspirantes, avec un storytelling, tout ça. Il suffit juste de savoir s'en servir. Il faut juste savoir s'en servir et avoir des idées, quoi. C'est ça. C'était ça le truc. Et donc, du coup, beaucoup d'inspiration de ce truc-là. J'ai acheté le même matos parce que je pouvais me l'offrir à cette époque-là avec mes 2-3 premiers contrats photo-vidéo. Et je me suis mis à faire un peu la même chose, donc des visual vibes pour commencer. Pour faire de la démo technique. En même temps, je mettais dans le titre, je faisais bien attention à mettre dans le titre le type de matos que j'utilisais, tout ça. Comme ça, boum, on faisait ça avant. La petite recherche, l'algorithme, tout ça, ça a commencé comme ça. Et après, du coup, en 2018, j'ai un pote qui s'était pas mal lancé en facecam, etc. Et qui me disait, si tu veux prendre une autre dimension sur ta chaîne YouTube, je t'invite à te mettre devant la caméra, à parler aux gens et voilà, j'ai fait ma première vidéo et c'était nul et j'ai progressé après, quoi. C'était sur quoi ta première vidéo, tu te souviens ou pas ? Je crois que c'était les bonnes questions à se poser avant de se lancer sur YouTube, je crois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc t'étais vraiment... Il commençait. Après, c'est bien, ça peut être une sorte de thérapie, tu vois. Tu commences par faire la vidéo qui répond aux questions auxquelles tu te poses sur le moment, en fait. Je suis pas allé plus loin que ça, en fait. Je me suis dit, putain, est-ce que je me lance ? Est-ce que je fais du facecam ? Est-ce que je fais... qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour que ça soit intéressant ? Ta cam, c'était un psy gratos, quoi. Ouais, c'est clairement. Mais pour beaucoup de gens, je pense que c'est ça. Ça l'est encore, ouais. Ah, c'est marrant. Et du coup, ce mec-là, comment il s'appelle ? Christian, non ? Christian Mategrab, c'était ta principale source d'inspiration à l'époque ou t'en avais d'autres ? Ouais, du coup, les créateurs canadiens, donc comme je t'ai dit, Peter McKinnon, Mathieu Poya, Sam Calder, forcément, qui nous est arrivé avec ses vidéos destination et tout. Très cinématique, lui. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'étais matrixé par ces Américains-là. Et le jour où j'ai découvert un Allemand qui avait plus une philosophie européenne, on va dire, genre on fait des choses belles et simples, ça m'a tout de suite parlé. Donc, c'est une grosse source d'inspiration. Ouais. Et en France, il y en avait aussi ou pas à l'époque, je me souviens pas. À l'époque, pas trop, non. C'est ça le truc, c'est que dans ma tête, en tout cas, il y en avait sûrement. Oui, il y en avait, désolé pour ceux qui s'étaient déjà lancés à cette époque-là, en 2017-2018. Après, c'est juste que
Mais voilà, tu les trouves pas forcément. L'algorithme à l'époque c'était pas le même. Les chaînes n'étaient pas aussi grosses. Donc voilà, assez peu de créateurs français qui me parlaient, qui arrivaient à faire du contenu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent Grain aujourd'hui et je sais qu'on s'est lancé à peu près en même temps. Donc en gros, j'essayais moi de pas trop regarder ce qu'ils faisaient pour pas trop m'inspirer non plus, pour pas trop. Tu crois que ça aurait pu être le cas si jamais tu regardais ce que les autres faisaient, t'aurais pu t'inspirer de ce qu'ils faisaient ou T'es toujours un peu tenté, ouais. Je pense que t'es toujours un peu tenté. T'essayes de voir, enfin, je pense qu'il y a une technique qui marche bien quand tu recherches de l'inspiration, c'est d'aller voir un créateur qui est dans le même secteur que toi et de voir ses vidéos qui performent le plus ou des trucs comme ça. Et du coup, après, tu vas choper des idées, ne serait-ce que de thèmes de vidéos, par exemple. Et essayer de te l'approprier. Et après, c'est très important de te l'approprier et de faire ton propre truc. Mais je pense que, en termes de recherche d'idées, c'était. Moi, c'est comme ça que je procédais. J'allais voir les chaînes américaines, canadiennes et tout. Je regardais, j'allais dans la liste vidéo sur YouTube, je faisais les plus populaires. D'accord. Et je voyais quel sujet, quel thème je pouvais aborder, qui correspondait aussi à ma communauté. Ouais. Mais ça me servait de source de créativité. C'était important, quoi. D'accord. Source d'inspiration, ouais. Ok, trop bien. J'ai pas inventé la roue. Non, après, je pense que personne n'a inventé. Il y en a peut-être quelques-uns, tu vois, qui ont inventé des trucs, mais dans la globalité de ce qui se fait en termes de créateurs, c'est plus de l'adaptation plutôt que de la création pure et dure. Après, il y en a quelques-uns qui sortent vraiment du lot, qui ont créé des concepts ou même des vibes complètes. Ouais, complètement. Mais après, je pense que la création et l'inspiration, tout ça, c'est plus une forme d'adaptation à ce qui existe déjà. Complètement. Plus que de la création à partir de zéro, parce que nous on pense que tout existe, tu vois, mais c'est juste des dérivés de ce qui existe déjà. Ouais, c'est ça. Donc peut-être que tu crées quelque chose, mais à travers d'autres trucs. C'est pas dit clairement, tu vois, mais je pense que tu as compris que les gens ont compris. Bah, c'est sûr que dans notre niche, du coup, on est dans on n'a pas un nombre de thèmes et de sujets qui est infini. Ouais, c'est ça. Donc au final, on va forcément retraiter le sujet que quelqu'un a déjà traité. Ouais, mais à notre manière. Mais par donc contre, on a un œil différent, une vision différente, un état d'esprit différent. Donc on a forcément notre manière de le dire que une autre personne l'aurait pas fait de la même manière, quoi. Ouais, c'est ça. Tu mixes tes différentes sources d'inspiration. Moi, je sais que j'étais matrixé par les mecs qui font de la création avec un look ciné très prononcé et tout. Bah, du coup, dès que je voyais un thème qui ressortait pas mal sur l'algorithme ou des trucs comme ça, bah, j'essayais de prendre ce thème et j'essayais toujours de faire une séquence ciné, un truc un peu stylé. D'accord, ok. Voilà. Le secret. Et encore aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire ? C'est toujours les mêmes personnes ou est-ce que tu as développé un petit peu tes sources d'inspiration, si on peut parler de ça? Je suis un peu sorti de YouTube. Bah, d'ailleurs, les gens qui me suivent l'ont bien vu. Je suis un petit peu moins productif sur YouTube. Mais du coup, je suis sorti de YouTube parce que je trouvais justement que ça avait tendance à tourner un petit peu en rond et que ça m'apportait moins d'inspiration. Et du coup, en plus de ça, il y a la vidéo sur TikTok, sur Instagram qui s'est vachement développée. Et même s'il y a une masse de vidéos qui est sortie et de qualité hyper variable, il y a quand même à tirer des trucs qui sont hyper bien, hyper stylés. Donc moi, je suis maintenant plus des gens sur Instagram qui m'inspirent, qui sont dans différents univers, différents secteurs. Donc il y en a qui sont toujours un peu dans la musique finalement, dans l'événementiel, tout ça, ça m'inspire pas mal. Il y a les trucs il y a les podcasts aussi, c'est le genre de truc où c'est intéressant de voir comment les mecs travaillent ça. Donc du coup, ça s'est un peu plus multiplié. Avant, j'étais très concentré YouTube, écosystème YouTube, tout ça. Ok, tu t'es un peu détaché petit à petit. Et je me suis un petit peu détaché de ça. Et du coup, je sais pas l'œuf ou la poule, tu vois. Je sais pas si parce que j'ai eu plus de mal à produire sur YouTube, je me suis moins inspiré de YouTube. Ouais. Ou est-ce que parce que YouTube m'inspirait moins, je me suis aussi sorti un peu de YouTube, quoi. Je sais pas trop. Et du coup, qu'est-ce que tu retrouves dans TikTok, Instagram qui a pas justement du coup, c'est que justement, c'est pas le même type de consommation de vidéos. Ça, c'est vrai. Ouais. Moi, personnellement, pour parler pour moi, j'ai vraiment du mal à consommer ce genre de format-là. Mais c'est justement ça que je veux comprendre, c'est comment toi tu le perçois, cette différence, parce qu'il y a une grosse différence entre YouTube et les réseaux sociaux, TikTok, Insta. Ouais, si tu veux, en fait, ce qui m'a plu, c'est que les gens qui se mettaient à créer du contenu sur Instagram ou sur TikTok, ils avaient
pas du tout les codes de YouTube. D'accord. Donc en fait, il partait quasiment d'une feuille blanche et il fallait tout réinventer, tu vois. Donc en gros, il y a eu une grosse phase sur TikTok, parce que TikTok est arrivé avant, où les vidéos, on partait d'une feuille blanche, et donc du coup, il y a eu plein de gens qui se sont lancés, donc il y a eu beaucoup de trucs pas ouf, et très peu de trucs très quali, très pro, etc. Ouais. Petit à petit, c'est venu. Et petit à petit, ça vient, ça se professionnalise, tout ça. Et du coup, il y a une sorte de nouvelle vibe qui est arrivée avec la créativité qui est vraiment différente, où il faut réussir à interpeller ton spectateur rapidement. Ah ouais, c'est pas dans la première demi-seconde, c'est mort. Ça. Quoi. Donc, il faut travailler des belles images, il faut réussir à construire ta vidéo différemment que sur une vidéo YouTube, où du coup, tu vas plus essayer de faire rester la personne sur une durée un peu plus longue, etc. Donc, c'est une autre vision en fait de la vidéo. Carrément. Et du coup, c'est intéressant d'avoir un peu les deux aspects, tu vois, et d'essayer de mixer les deux, de voir ce que l'un peut apporter à l'autre et inversement, tu vois. Okay. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que tu peux pas prendre le storytelling que tu as tendance à faire sur YouTube sur des formats qui font 5-10 minutes et le réadapter en format hyper court, et en même temps prendre des hooks de vidéos ultra courtes, donc les 5 premières secondes, de les étendre en vidéo, et de les insérer aussi dans des vidéos YouTube pour en fait, parce qu'on le voit aussi sur YouTube, finalement choper quelqu'un dès les 3 premières secondes, même si ta vidéo dure 10 minutes, c'est hyper important de le choper dès le début. Le début, si jamais il reste pas les 30 premières secondes, ou même comme tu dis les 3 premières secondes, c'est mort, quoi. C'est ça. T'as beau avoir un contenu de ouf au bout de 7 minutes de vidéo, si le mec est pas là dès le début, il sera pas là à la fin, quoi. Tu l'as perdu, c'est ça. Donc je trouve que effectivement c'est assez bouleversant, c'est assez, ça change beaucoup de ce qu'on était habitué à faire sur YouTube. Et moi, ça me sort beaucoup du mode vidéo hyper léché, cinématique et tout. Okay. Mais ça m'apporte aussi d'autres trucs en termes d'écriture de vidéos, en termes de... Et du coup, t'en fais beaucoup des TikTok, des Insta? Je m'y mets, c'est progressif. Okay. Je suis pas encore hyper régulier non plus, mais c'est un truc qui me plaît. Ça change pas mal. Du coup, ça me change ma façon de travailler. Et je trouve que ça m'apporte globalement à mon package de vidéastes. Ouais, forcément, c'est du plus. Hein. Ouais, c'est du plus, ouais. Et du coup, c'est une autre forme d'inspiration, si on peut dire ça comme ça, quoi. Complètement. Parce que les créateurs sont pas les mêmes, du coup, comme tu dis, ils ont pas les codes de YouTube, qui est plus une plateforme, on va dire, pas pour les vidéastes, mais c'est codifié. On a quand même des codes à respecter et tout. Là, on casse tout, quoi. On peut tout faire avec un téléphone portable, tandis que sur YouTube, on peut aussi le faire, mais c'est un peu plus compliqué, on va dire. Ouais, clairement. Clairement, c'est il y a vraiment des codes, il y a une façon de faire une vidéo YouTube. Puis déjà, rien que le fait de filmer en format vertical au lieu d'horizontal. Ouais. Tu vois, maintenant, quand je vois des jeunes, alors je dis ça, je suis vieux, tu vois. Le daron. Non, mais quand tu vois les gens filmer, tu leur demandes de te filmer, ils vont d'instinct prendre le téléphone en format vertical et pas horizontal. Ouais. Moi, si on me demande de filmer quelqu'un, je vais le prendre en format horizontal. Tu vois, c'est le réflexe du vidéaste qui fait des vidéos, des prods et tout. Ouais. Et maintenant, c'est une tendance qu'il y a de plus en plus chez les jeunes quand ils filment en format vertical, parce que la consommation est comme ça maintenant, quoi. C'est ça. Et en fait, ça va plus loin que ça. C'est que maintenant, les marques demandent aussi du contenu vertical, quoi. Donc, moi, je t'avoue que c'est un des steps que ça m'a fait passer, c'est que j'avais des clients qui me faisaient des demandes de vidéos uniquement verticales. Donc, faut que tu adaptes ton matos, faut que tu adaptes ton œil, du coup, parce que c'est pas la même de filmer. Le ratio 9:7, c'est pas le même. Hein. C'est ça. Donc, faut que tu changes tout. Clair. Donc, au début, pendant un petit moment, la tendance, c'était tu filmais en 16/9 et tu croppais, mais du coup ça se voit direct, tu vois. Et du coup les clients demandaient les deux, donc tu leur disais mais vous savez, quand on va cropper comme ça à la verticale en 9/16, franchement la vidéo elle a plus rien à voir avec ce qu'on a filmé au départ. Il faut faire 2 prises, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup ce qui est pas forcément faisable sur à chaque fois, quoi, sur des événements, parce que si c'est du one shot, faut 2 caméras, quoi. C'est ça, donc c'est galère. Donc en fait, de plus en plus, moi j'ai été amené à leur dire faut choisir. En gros, soit vous faites 16/9, soit vous faites 9/16, mais du coup l'adaptation se passera pas bien. Et donc de plus en plus, mes clients m'ont demandé du contenu 9/16. Okay. Et donc il me fallait des refs, tu vois. Et donc je suis allé voir en fait du coup ce qui se faisait sur les réseaux type TikTok et Instagram, et c'est comme ça que ça m'a apporté une nouvelle source d'inspiration. Et maintenant, du coup, le côté mouvement de caméra, tous les effets, etc., j'essaye de les retransposer sur de la vidéo verticale. Tout ce que tu as appris sur du format horizontal, tu essaies de l'appliquer. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai.
Ok. Voilà. Après, niveau stab et tout, stabilisateur. Du coup, stabilisateur, il faut acheter un L-bracket. Bah ouais, t'es obligé quoi. C'est ça. Et il faut un stabilisateur qui tienne le coup parce qu'en fait, la répartition du poids Elle est est pas du tout la même. Ouais, ça c'est Donc clair. ça peut être relou. Donc moi, je sais que mon stab, il le fait pas. Enfin, genre, Ouais. il serait pas en mesure de le gérer. Donc, soit j'emprunte, soit je le loue. Ok. Mais on trouve des solutions, quoi. D'accord. Et sachant que voilà, si les mecs veulent une vidéo verticale, tu leur dis, bah les gars, ok, mais du coup, faut louer un peu de matos parce que ça passera pas. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en manque d'inspiration pour une quelconque raison? Et si oui, comment t'as fait pour essayer de gérer ça? Alors oui, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. J'ai souvent trop d'idées que pas assez. Ok. Mais quand ça m'arrive, je sais que le meilleur moyen, c'est vraiment de me sortir la tête de la vidéo et de la création vidéo. En gros, je vais faire autre chose. Ok. Et quand tu fais autre chose, quand tu penses à autre chose, ça peut être juste sortir avec ses potes, ça peut être aller faire du sport, aller au ciné, se faire un théâtre, un truc comme ça, tu vois. Et en vrai, juste t'oublies tes problèmes d'inspiration, ça te fait penser à autre chose. Et en fait, quand tu fais des choses et que tu cumules des expériences de vie, etc., globalement, moi en tout cas, ça me fonctionne comme ça, j'ai des idées qui Faut ressortent, pas à tout prix vouloir chercher l'inspiration parce que c'est pas quelque chose qui vient. Ouais. Qui vient si tu la cherches, quoi. C'est ça, ouais, je pense qu'il faut pas s'obstiner, il faut essayer de la laisser venir et entre guillemets, si tu te mets trop la pression, je pense que ça ne fonctionne pas. C'est contre-productif aussi. Ouais, je pense que c'est contre-productif, ouais. Parce qu'à vouloir trop faire, c'est peut-être là où au final tu apprécies le moins aussi. Parce que t'auras pas le plaisir, tu veux absolument créer, mais au final, créer pourquoi? Ouais, c'est le meilleur moyen d'être insatisfait de ce que tu fais. Et puis surtout d'en être dégoûté quoi, au final, parce que si ça s'accumule pendant plusieurs fois, c'est vraiment contre-productif, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, plutôt s'aérer l'esprit, penser à autre chose. Et en fait, moi, je sais que l'inspiration, elle vient des choses que je vis, en fait. Que ça peut être une grosse soirée, ça peut être une petite balade. C'est hyper varié. Mais je sais que voilà, c'est plutôt des expériences de vie qui font que je reste inspiré, quoi. D'accord. Et du coup, tu disais que ça t'arrive plus d'être trop inspiré que pas assez. Ouais, ça c'est le gros problème. Et comment t'arrives à gérer ça, du coup? Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas. J'y arrive pas, mec. T'y arrives pas? Non, aidez-le, s'il vous plaît. Je suis désolé. Non, j'essaye de... Ouais, c'est très compliqué. Quand t'as trop d'inspiration, en fait, tu peux ressentir un peu de frustration parce que t'arrives pas à emmener les projets là où tu voudrais. Okay. Et parfois, en fait, au lieu de te concentrer sur un projet et de l'emmener au bout, t'en commences plein, mais t'en finis pas. Voilà, t'en commences plein, tu finis pas et tu vas pas au bout de ce que ça pourrait être. Et en fait, c'est un truc que je traverse pour le coup assez régulièrement. Okay. J'ai un peu trop d'idées de concepts. Si tu veux, là, je peux te sortir une liste de chaînes YouTube à sortir qui peuvent être vraiment stylées, ça peut grave marcher. Mais du coup, voilà, après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se concentre sur la première idée qu'on a lancée ou est-ce que aussi, la question c'est, est-ce que aussi les autres idées et le fait d'aller explorer les autres idées, ça te donne pas la respiration pour alimenter l'idée initiale, par exemple, tu vois. En gros, je sais pas si on m'a compris, mais en gros, je parlais tout à l'heure de quand on se concentre et qu'on manque d'inspiration sur un sujet, faut aller s'aérer l'esprit et faire autre chose. Et en gros, là, ça rejoint un peu le truc du genre, si par exemple mon projet principal c'est ma chaîne Balt sur la vidéo et que j'y arrive pas trop, je trouve pas trop de motivation, est-ce que le fait d'aller explorer ces autres idées que j'ai de chaîne YouTube ou même de contenu autre ou même d'activités autres, est-ce que finalement le faire c'est une bonne chose? Parce que ça va aussi me permettre de me débloquer sur le sujet principal auquel je vois je ce m'attaque. que tu veux dire. Après, c'est vrai que développer sa créativité, ça peut... en fait, il faut structurer, je pense, tout ça. Parce qu'avoir des idées, plein d'idées, tout ça, c'est bien, mais on ne peut pas se dédoubler. Ouais, c'est ça. Donc, il suffit... c'est ma manière de voir les choses, mais je pense que tu notes tes idées, et après, tu dis, bon, c'est quoi que je pourrais faire qui me plairait le plus à ce moment-là, tu vois. Tu notes tout. Et puis après, je pense que ça vient. Après, des idées peuvent en entraîner d'autres aussi. Oui, complètement. Donc, ça peut être sans fin. C'est un truc, tu t'arrêtes pas, quoi. Et parallèlement à ça, tu t'arrêtes pas, mais tu sais parfois pas comment commencer.
C'est surtout ça le il y a ça truc aussi, en ouais. fait. Ouais. En fait, comment commencer? C'est vrai que ça aussi d'expérience, j'essaye de découper le plus possible en toutes petites tâches, Ouais. tu vois. Et en fait, le fait d'accomplir des petites tâches, ça te donne l'impression d'avancer. Et au final, ça se déroule, Ça se déroule se assez décante bien. après, quoi. Ouais. Et Ok. je pensais à un truc là, tu parlais de ça. J'ai un pote qui faisait de la. En gros, il bossait dans un métier dans l'assurance. Ok. Et en gros, il aidait ses clients à trier la priorité des projets, tu vois. D'accord. Et en fait, il m'a dit, vas-y, tu devrais utiliser cette technique. Et en fait, il a une technique où, en gros, tu peux classer chaque idée. Et ensuite, tu mets, donc tu as différents critères pour chaque idée et tu vas les noter. Donc, alors, en termes d'exemple, je sais plus. Mais en gros, tu as rentabilité, différenciation, plaisir à le faire, des choses comme ça, tu vois. D'accord. Et Différents après, tu critères. te fais un tableau et tu notes. Et tu notes pour chaque idée, tu mets la note de chaque c'est pas bête, catégorie. Et à la fin, tu as une note globale. Et Ok. du coup, ça peut t'aider à faire faire ton le choix, tri et ok. à choisir genre laquelle sera la plus pertinente. Parce que ça te permet aussi de placer ton curseur sur ce que tu veux faire de ton idée. Ouais, C'est-à-dire, est-ce que réellement, tu ouais. veux de la thune? Est-ce que tu veux Ouais, juste c'est ça. kiffer? Est-ce que tu veux Mhm. que ça soit progressif ou que tu veux que ça soit impactant Ouais, direct? c'est ça, parce que la finalité de chaque projet est pas la même. C'est ça, c'est ça. Et tes motivations de base sont pas forcément les mêmes. Donc Ouais, c'est clair. j'avoue que ça m'avait pas mal aidé. Ça m'avait en tout cas aidé à faire le tri. J'avais genre 12 idées Ouais. et ça m'a enlevé les dernières, les 4-5 dernières, tu vois. Ok. Après, il m'en restait Ouais. encore un petit paquet, mais. Ouais, mais bon, c'est bien parce qu'après, ça te permet de faire vraiment un tri et de te dire, ok, bon, bah ça, c'est pas pertinent, alors que potentiellement, t'aurais peut-être pu commencer par ça, tu vois. C'est ça, ouais. Ça fait le tri. Et puis voilà, puis celles qui restent, tu essayes plutôt que de les ruminer, tu essayes de les lancer. Voilà, puis Tu après, lances c'est un toute petit une question hameçon. d'organisation. C'est ça. Faut s'organiser, quoi. C'est ça, ouais, c'est clair. Et moi, Ça, je c'est suis pas compliqué. hyper organisé, donc C'est voilà, vrai non, pas spécialement. Je me considère pas comme. Ok. Je pense que je suis un peu en dessous de la moyenne, mais. Ah ouais. Ça, c'est vrai que c'est un truc hyper important dans cet aspect-là. Quand on fait ce genre de métier, on n'a pas forcément de patron ou quoi, de rester organisé. Surtout quand t'as trop d'inspi. Ouais. En fait, ouais, moi, tu sais pas trop après, quoi. je fonctionne pas mal à l'instinct et du Ok. coup. Ouais, moi aussi, j'ai tendance à fonctionner beaucoup à Voilà. l'instinct. Ouais. Du coup, je pense que je mets le minimum d'organisation pour que ça roule et réussir à faire tourner une entreprise et tout. Après, je suis pas du tout le mec le plus organisé qui prévoit trop à l'avance et tout. Ok. Je suis quelqu'un d'optimiste, mais du coup, le côté optimiste, genre, ouais, de toute façon, ça va passer, quoi, tu vois. Ok. Ouais, ok, d'accord. Tu vois, un peu naïf, optimiste, naïf. Je définirais ça comme ça. Ça roule. Au niveau de la créativité, de l'inspiration, est-ce que tu préfères travailler seul ou est-ce que tu aimes bien t'entourer d'autres personnes, d'autres créateurs, d'autres vidéastes pour rester inspiré et créatif, justement? Du coup, ça a changé. Mon Ouais. avis a changé. Pendant un temps, j'étais très solo. Ok. En gros, j'aimais bien créer chez moi, avoir mes idées, faire mes propres trucs un peu comme je le voulais. Tu Et vois, j'avais vraiment cette volonté. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais être seul? C'est un truc que j'ai depuis que je suis tout petit, tu Ok. vois. Genre, depuis tout petit, je me crée mes histoires, D'accord. j'écris. Donc, tu t'es développé quelque chose seul. De très personnel, ouais. Ok. Je pense que ça m'a accompagné depuis tout petit. Genre, voilà, j'écrivais des histoires, je me faisais des films dans les supermarchés, fallait me voir. Je faisais la guerre dans les supermarchés pendant que mes parents faisaient les courses et tout. Ok. J'étais un peu presque autiste, presque geek, tu vois. Ouais, faut plutôt- pas dire ça. C'est Non, non, juste non, que ouais, t'étais solitaire. Quoi. J'étais dans mon monde, pas mal Ok. dans mon monde. Et du coup, pendant très longtemps, je pensais que ça allait me suffire, tu vois, Ouais. et que je pouvais créer de moi-même. Et après, il y a un autre côté de moi qui a fait que j'ai enchaîné les études, j'ai travaillé dans des boîtes, dans des gros groupes, etc., où le travail d'équipe était quand même hyper enrichissant, Ouais. hyper intéressant et tout. Donc là, le Et côté donc, solitaire, t'es obligé de le mettre un peu de côté. Exactement, et de mettre tes compétences au service pour le service du groupe, de Ouais. l'équipe. Et du coup, ben, c'est cette tendance-là qui a fait que petit à petit, j'ai switché et j'ai réussi de plus en plus à m'inspirer des gens avec qui je travaillais. Tu vois. D'accord. Au début, j'avais suffisamment d'idées pour moi, pour créer mes propres contenus et tout. Et petit à petit, je me suis rendu compte que, en fait, en s'associant, tu pouvais aller plus loin dans tes projets. Ouais.
tu pouvais faire plus de trucs. Et le fait de s'apporter des idées les uns aux autres, c'est un truc qui te fait aller encore plus loin dans tes. Ouais, donc du coup, tu te sens plus inspiré quand tu es avec d'autres personnes que tout seul. Ouais, clairement. Parce que forcément, tu as d'autres visions avec toi qui te disent moi je ferais ça comme ça et tout. Et puis ça te débloque d'autres idées encore plus. Enfin, ouais, complètement. C'est une chaîne sans fin, quoi. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte que tout seul, c'est cool parce que du coup, tu fais un truc exactement comme tu l'as pensé. Ouais. Mais. T'as pas d'autres avis extérieurs. Voilà, tu peux comprendre que ça pourrait être mieux avec encore avec d'autres avis. Ouais. Donc faut que tu acceptes un petit peu, tu remets un peu ton ego à plat, tu dis genre bon c'est bon, je suis pas le mec qui sait tout et non, qui fait les choses de toute façon, on l'est pas. Hein. Et c'est ça. Et du coup tu te dis en fait en équipe c'est cool. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Super conclusion de podcast. Et voilà. Est-ce que tu as des moments dans la vie, ça peut être des périodes de l'année, ça peut être des moments dans la journée où tu te sens le plus productif ou dans la semaine, ou dans le mois, ou enfin peu importe comment tu as ton planning. Est-ce que tu as des moments où tu ressens vraiment des moments où tu es plus créatif, plus productif que d'autres? Alors, je différencierais du coup productif et créatif. Okay. Moi, j'ai une fâcheuse tendance quand je suis dans ma période créative, à pas être très productif du coup. Je réfléchis beaucoup et tout, tu vois. Okay. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais. C'est vrai que la créativité n'est pas forcément en lien avec la productivité. Ouais, en fait, moi, mes idées, elles viennent à la suite de périodes hyper productives. D'accord. Mais en gros, j'ai besoin d'un temps genre où je fais rien. Pour réfléchir et pour développer mes idées. D'accord. Je sais pas si c'est comme ça pour toi, mais... Je me suis jamais posé la question. Ouais. Du coup, tu me la poses. Alors moi, c'est mon rôle ici. Hein. C'est ça. Ouais, du coup, il y a deux trucs. En gros, la période productive... alors, au courant de l'année, je pense que c'est à peu près égal toute l'année en termes de productivité. Je suis plus productif. Je me suis rendu compte que les horaires bureau, donc 8h midi et 14h-18h, ça me correspondait pas trop. Je suis assez bon, entre guillemets, le matin. Donc en gros, je peux faire du 9h-13h déjà, en gros, le matin. Et souvent, je reprends relativement tard le soir quand je dois bosser. D'accord. Donc je reprends vers 16-17h et je peux travailler après... après, il faut voir ce que j'ai besoin de faire et tout. Mais, jusqu'à ce que tu aies fini. Ouais, en gros, je suis un peu décalé. J'aime bien travailler le matin, où je suis vraiment plus productif le matin. D'accord. Après, j'aime bien faire une grosse pause pour relâcher un petit peu et reprendre un petit peu en fin de journée. Et pour le coup, ça peut finir tard. Donc ça, c'est pour la partie productivité, quoi. Et la partie créativité, comme je disais, en fait, c'est souvent après une grosse période de productivité. Ouais. Donc souvent, quand je suis dans le rush avec le boulot, etc., tu bosses comme un ouf. Donc tu te concentres vraiment sur ce que tu as à faire. Et derrière, en vient une sorte de pause, quoi. Et c'est à ce moment-là où en fait ta créativité prend le dessus. Ouais, elle prend le dessus. Elle est inspirée par ce que je viens de faire. En fait, et du coup, voilà, c'est cette construction-là. Ok. Et du coup, quand tu te mets à tourner, peu importe ce qui te rend créatif, ça arrive plutôt quand, le matin, le soir, t'as pas de... Pour tourner ? Ouais. Franchement, moi, je suis quelqu'un de très, très matinal. Ouais. J'adore tourner des choses le matin et après, prendre le reste de ma journée pour faire du montage, monter ce que j'ai tourné le matin, tu vois. Ouais. Mais c'est rare, très, très rare les fois où je me sens créatif le soir. Alors, ça a un peu changé aussi, ça. Décidément, de toute façon, on évolue, tout le temps. Ouais, c'est ça. En fait, avant, j'avais pas le choix parce que j'avais un taf plus de la vidéo. Donc en gros, je taffais la journée et le soir, c'était quand j'avais le temps. Et quand j'avais le temps. Et du coup, la plupart du temps, c'était tournage en début de semaine. Et au fil de la semaine, je montais et j'essayais de sortir la vidéo par semaine qu'il faut sur YouTube. Ouais. Et maintenant, je pense que c'est un peu différent. Je travaille moins le soir, effectivement. Donc je suis plus un peu comme toi, genre tourner très tôt le matin quand t'as encore les idées fraîches, t'as encore pas mal d'énergie et tout. Et après, étaler le montage sur la journée. Ok. Du coup, je pense que c'est plus ça. Et du coup, vu que je suis en couple, que je vis en couple, etc., elle finit à des heures de bureau, entre guillemets, même si elle finit tard, je lui dirais. Mais genre, elle finit vers 19h, tu vois. Et donc, à partir de 19h, j'ai tendance à faire à couper, quoi, en fait, à me dire, genre, j'arrête de produire et du coup, je fais ma vie de couple, quoi. Ouais, ok. Je suis un peu partagé entre... genre méga liberté, je fais des horaires de fou et je les agence comme je veux. Et après, en même temps, il y a elle qui me recadre un petit peu sur des horaires de vie normale, quoi. Ok, allez, on part pour la première anecdote. Donc, je te laisse petite pause dans la vidéo avec la première anecdote de Vince. Allez, yes. Et du coup, c'est peut-être une anecdote que j'ai déjà racontée, pas sur ma chaîne YouTube, mais sur une plateforme
d'un client en fait qui m'avait demandé de témoigner en tant que freelance pour eux. C'est une anecdote de tournage. On les aime celles-ci, hein. Elles sont toujours rigolotes, surtout les tournages qui partent en couille. Du coup, pardon, je crois qu'on en a. J'ai dit le mot. C'est pas grave. J'ai dit le C-word. On fera un bip. Ouais. Ouais, du coup, c'était pendant le confinement en fait. J'ai eu une demande de tournage pendant le confinement. Donc déjà. Premier truc, genre, tout le monde est confiné, tout le monde a besoin d'une attestation pour sortir. Ouais, tout ça, j'essaie de remettre le contexte, mais tout le monde s'en rappelle très bien. Et je reçois en fait un message d'un pote qui connaît quelqu'un, tu vois. Donc c'est un contrat ramené de 3-4 degrés de connaissance, tu vois. D'accord. Donc voilà. Et en fait, le besoin, c'est de filmer un gars dans Paris. Ce gars, c'est un musicien qui appartient à un groupe de musique russe. Ok. Et du coup, il est bloqué à Paris. Il a un concert, entre guillemets, télé à faire. Et il est bloqué à Paris. Donc, en fait, ce qu'on me demande, c'est d'aller le filmer dans Paris pour enregistrer sa ligne de guitare, mais filmer. Et en fait, pour utiliser cette vidéo sur le plateau télé qui sera diffusé genre le lendemain, et le mettre en fond et le caler avec le groupe qui est en train de jouer vraiment sur le plateau, tu vois. Donc, ça part d'un truc où genre on est confiné, où genre c'est déjà une demande très précise et très bizarre déjà. C'est hyper précis, c'est hyper bizarre. C'est pendant le confinement, donc faut que je m'organise, je flippe un peu et tout, tu vois, de sortir, d'aller filmer et tout. Après, si ça concerne le boulot, je me souviens plus très bien, mais il me semble qu'il y avait des autorisations. Il y avait des autorisations, ouais. Après, c'était en plus au début des attestations, donc c'est même pas trop. Tout n'était pas pensé. C'était pas clair. Ouais, voilà, c'était pas clair. Et ça commence comme ça. Et du coup, j'échange avec les types. Forcément, c'est contact d'un contact, donc on parle en anglais parce que le gars qui gérait le projet était russe, donc il me parle en anglais et tout. On commence à échanger, on se met d'accord sur le prix, tout ça. Il y a ça aussi qui est important, il fallait négocier. Et après, le gars me dit ouais, t'inquiète, le musicien là que tu vas filmer, il a trouvé un spot, on voit la Tour Eiffel, c'est cool, voilà. Enfin, on va se mettre à ce spot là, quoi. Je fais ok, d'accord. Je me pointe à l'adresse du gars où il habite, où il loge en fait, et donc je me rends compte que je serai seul avec le type. Déjà. Donc il n'y a pas le gars qui gère le projet. Non, il n'est pas là. D'accord. Donc en gros, les échanges que j'ai avec lui, ça se fera uniquement par téléphone. Le gars, il parle anglais, mais vite teuf, quoi. Donc pour échanger, c'est pas évident. Et en fait, je lui dis, bah écoute, il paraît que tu as repéré un endroit pour pouvoir filmer et tout, donc montre-le-moi, et puis on va se mettre en place, quoi. Et en fait, le gars me montre un spot, on voit la Tour Eiffel, mais genre au-dessus d'un arbre comme ça qui dépasse, tu vois juste la tête de la Tour Eiffel, genre on voit que dalle, quoi. Faut vraiment faire pause dans la vidéo pour le voir. Si je le cadre le type, je peux pas voir la Tour Eiffel, enfin bref, voilà. Et qui plus est, le spot c'était au-dessus, ou juste à côté du périph'. Donc je devais faire une prise de son et il y avait le bruit du périph' de ouf. Donc je lui fais ok, c'est nul, voilà. Donc faut qu'on trouve un autre spot. Je rappelle le gars, le gérant du projet. Je dis là le spot qu'il a choisi, ça va pas, il y a trop de bruit, on voit pas la Tour Eiffel, donc ça sert à rien. Donc est-ce que vous voulez montrer la Tour Eiffel ou est-ce que vous voulez que je trouve un spot silencieux où la prise de son sera cool, quoi. Et donc en fait le gars a fini par me dire choisis un spot tranquille. Donc on se met en fait dans une rue, mais genre une petite rue du coup, mais dans Paris, donc t'as forcément du passage, t'as forcément des gens qui circulent et tout. On se met sur un espèce de bac à fleurs, il s'assoit sur le bac à fleurs et t'as des fleurs derrière lui et tout. J'ai trouvé que ça pour que ça soit un peu stylé, parce que sinon on était dans la rue, quoi. Et voilà, et donc là le mec je l'installe, du coup je lui fais une double prise de son, micro-chant plus guitare. Parce que le gars il chantait en plus. Ouais, il chantait en plus. Ah ouais. Oui. Donc du coup micro-chant plus guitare branchée sur un jack, branchée sur une carte son, branchée sur un PC, enregistrée sur FL Studio. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas celui-là. C'est un logiciel de prod de MAO, quoi. D'accord. Musique assistée par ordinateur. Et voilà, quoi. Et double cam,
une cam qui est fixe, une cam fixe plutôt, face cam, et puis une deuxième caméra sur gimbal que je fais pour avoir un deuxième plan. Donc j'essaye de faire le truc quand même carré. Ouais, propre quoi. Il y a t'as envie de faire un beau truc quoi. C'est ça, c'est à l'arrache, mais j'ai envie de le faire. Okay. Et au final, voilà, ça se passe honnêtement pas trop mal. On est coupé un moment parce qu'il y a des jeunes qui passent et ça les fait marrer de voir les caméras et tout. Ouais. Mais au final, je filme le gars, il fait 2 morceaux où il chante et tout. Franchement, plutôt stylé en plus. Hein. Ok. Et voilà, et donc j'arrive à enregistrer ça. J'avais même pas de. Enfin, j'avais vraiment une cam. Ma deuxième cam, c'était une cam vraiment basique. C'était un 5000, tu vois, un truc vraiment. D'entrée de gamme, on va dire. Donc du coup, assez complexe. Mais au final, j'arrive à faire cette vidéo-là. Je leur envoie tout, je leur mixe un petit peu la guitare pour faire stylé, même si on avait l'harpiste de la voix normale. Enfin voilà, c'était. Mais bon, voilà, ça le fait. Et puis j'envoie ça. Et le lendemain, du coup, il m'envoie le lien du live en Russie. Du coup. Et t'es diffusé à la télé et tout. C'est ça, sur une chaîne, je sais pas trop quoi. Donc tu vois le groupe, grosse installation, vraiment gros plateau, un peu à la. Je sais pas, en termes d'esthétique, c'est à la The Voice, tu vois. Donc c'est gros moyen, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et derrière, du coup, un écran géant avec ma pauvre vidéo. Filmé comme ça. Ouais, mais en même temps, le pauvre, s'il était Keblo en France, il avait pas le choix, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, ils ont réussi à faire de la synchronisation et les mecs, ils jouaient par-dessus sa guitare, quoi. Chaud, quoi. C'était stylé. Tu t'en es bien sorti, finalement. Ouais, franchement, super souvenir, mais tellement d'angoisse, de stress. Ouais, c'est clair. C'était pendant le confinement, un spot qui allait pas du tout. Et filmer dans la rue, en vrai, c'est pas optimal, quoi. Si vous avez, je vous le dis à vous, hein, si vous prévoyez des tournages dans la rue, genre prévoyez un espace, balisez-le et tout pour éviter qu'il y ait des gens qui. Le son, surtout c'est une prise son, quoi. Ouais, c'est là il y a important. Prise son, il fallait faire un truc. Si c'était que vidéo quali. encore. Playback, tu fais que. Ouais, c'est ça passait. Mais là, il voulait que j'enregistre la guitare et le chant. Ah ouais. Je m'étais dit, vas-y, j'ai un micro-voix, je vais l'emmener et tout, ça va être trop bien. Mais en extérieur, mec, un micro-voix, ça prend tout, ça prend le vent, ça prend les souffles, ça prend le. Donc en fait, j'ai utilisé mes micros de caméra un peu Canon, etc. Et ça l'a fait, quoi. Ça l'a fait. Trop marrant. Donc voilà. Donc du coup, ça veut dire que. Même si on a des contraintes et des tournages un peu merdiques, on peut avoir des petites idées un peu sympas. Faire des trucs cool. Bah, du coup, ça permet de rebondir sur l'aspect créativité. Ça t'arrive parfois de bosser pour des clients et de te retrouver un petit peu en panne d'inspi, en panne de créativité, tout ça? Ouais, c'est vrai que ça, c'est un problème. Tu vois, là, on parlait pas mal de créativité par rapport à YouTube, la création de contenu au sens large. Parce qu'il y a aussi les clients, vu que tu es vidéaste et que c'est ton activité, on se doit quand même, en tant que créateur de contenu, de proposer quand même quelque chose de relativement nouveau à chaque fois. Ouais. Donc, est-ce que ça t'arrive d'avoir des petites pannes, des petits manques d'inspi Ouais, carrément. En fait... ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes clients, il y a 80%, on va dire, c'est de la vidéo corpo, institutionnelle. Je sais pas comment les gens appellent ça, mais en gros, vous voyez à peu près ce que c'est. Ouais. Donc ça peut être vite limité en termes de créativité. Ouais, parce que t'as l'impression de toi faire toujours la même chose. Ouais, j'ai l'impression de faire un peu toujours la même chose. Et alors, ce qui est bien, c'est que du coup, les agences pour qui je travaille, ils cherchent à avoir une esthétique un peu particulière, un peu plus stylée. Et vu que tu proposes telle esthétique, ils savent que toi, tu es capable de proposer ça. Même si tu fais toujours la même chose, tu sais que ça va fonctionner parce que tu sais le faire. Donc ouais, c'est ça. Et donc au moins, en termes de créativité, sur le tournage, en tout cas, tu peux te permettre des trucs un peu stylés, un peu look ciné, un peu, tu vois. Donc c'est cool. C'est pas la vidéo corpo... un peu années 2000, tu vois, où t'as la petite musique mal choisie, le gars qui sait pas s'exprimer, tout ça. Enfin, voilà. La dynamique, c'est que on peut faire des vidéos institutionnelles et corpo plus stylées, plus lookées, avec une musique beaucoup plus moderne et tout. Donc pour ça, c'est cool. Mais effectivement, le fait est que vu que ça représente 80% de mes clients, j'ai tendance à tomber dans un truc genre c'est cyclique, c'est circulaire, c'est un peu la routine, tu vois, où, en gros tu fais un peu tout le temps la même chose. Là, vu que je suis parti de Paris, je fais beaucoup plus de montage qu'avant. Avant, je faisais un peu plus de tournage, maintenant je fais plus de montage. Et du coup, sur la partie montage, j'ai tendance à avoir les mêmes schémas de travail. Et donc du coup, tu fais des trucs un peu moins originaux parce que tu perds en créativité. Et en fait, heureusement qu'il y a les 20% autres, tu vois, qui sont dans des secteurs différents, qui sont pour le coup dans des secteurs qui sont totalement différents. Donc je travaille pour de l'hôtellerie, en ce moment je travaille pour de l'automobile. Je fais un peu de couverture d'événements aussi, que ce soit musical ou d'entreprise. Et ça déjà, ça change de ouf. Ça t'ouvre quelque chose en plus. Et ce que tu fais dans ton dans l'institutionnel,
bah, tu peux aussi le rapporter dans ces autres domaines-là. Et ce qui peut te permettre d'être créatif là-bas, tu peux aussi le rapporter dans l'autre domaine. C'est ça. En fait, tout peut se compléter au final. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça s'alimente. C'est que les deux s'alimentent et tu peux mettre un peu de tout, un peu de chaque domaine dans l'autre, quoi. Et genre, du coup, ça m'arrive de faire de la couverture d'événements où je vais quand même caler une interview dedans. Tu vois, que je sais faire genre hyper facile parce que j'ai fait beaucoup de vidéos corpo et du coup tu as une vidéo événementielle avec une petite prise de parole, un truc comme ça, et ça te sort un petit truc en plus que la vidéo qui est full artistique avec la caméra qui bouge dans tous les sens et tout, tu vois. Donc j'ai failli tomber là-dedans. Il y a un moment où j'en ai un petit peu souffert dans le sens où je venais juste de déménager. Mes clients m'envoyaient beaucoup de montage et j'avais pas encore trouvé mes projets plus créatifs, on va dire. Donc il y a eu une période un peu chiante où c'était assez redondant. Du coup, est-ce que tu as senti que c'était un peu un frein à ta créativité, le fait qu'on te propose trop souvent la même chose? Ouais, en fait, je sentais que je produisais un peu tout le temps la même chose, quoi. Et du coup, ça me faisait chier parce que je suis quelqu'un de quand même... je me considère comme quelqu'un de créatif qui a besoin de s'exprimer et tout, et je trouve que ce domaine-là, c'est pas forcément le domaine où le plus enrichissant et puis le plus inspirant surtout, parce que la réalité du truc, c'est que t'es assis sur ton ordi pendant 8 heures par jour à faire toujours la même chose, à cliquer sur des vidéos, quoi. Cliquer sur des séquences, petits encarts sur Premiere Pro et tout. Ça a tendance à être redondant, et puis en plus la corpo, il y a des codes qui sont quand même définis et tout. On peut les bousculer un petit peu, mais ça reste quand même assez codifié. Faut rester dans les codes. C'est ça. Donc voilà. En fait, le fait d'avoir petit à petit, après, j'ai décroché des projets dans d'autres domaines, et ça m'a permis vraiment de switcher, de m'aérer encore une fois l'esprit, de changer de truc. C'est pour ça que du coup, quand les freelances, je comprends les freelances qui cherchent à se spécialiser dans un domaine en particulier, parce que ça permet d'être vraiment expert du domaine, de vraiment maîtriser les codes, puis d'être reconnu dans ce domaine-là aussi. D'être reconnu, clairement. Parce que c'est bien aussi d'associer un nom à un milieu. Par exemple, machin, il fait de la pub, il est reconnu en tant que vidéaste publicitaire. Complètement. Mais par contre, tu lui demandes de faire une interview, il saura faire, mais c'est pas spécialiste, tu vois. C'est ça. Donc, et du coup, ça c'est important. Mais en même temps, du coup, faut faire attention, quoi. Genre, faut être, si tu te mets dans une niche, dans un secteur en particulier, fais attention, sois sûr que ce soit vraiment le truc qui t'épanouit le plus, qui te plaît le plus, parce que tu peux tomber dans cette espèce de routine où tu fais tout le temps la même chose. Et après, tu peux penser que c'est fait pour toi parce que t'aimes bien, mais au final, ça peut ne pas forcément te plaire dans la façon de faire, ou dans la forme. Ouais. Complètement. Tu vois, j'ai un pote qui travaille pas mal dans l'habillement, tu vois, la mode, les trucs comme ça. Pour le coup, c'est hyper créatif. C'est clair. Il y a des possibilités de faire des choses hyper créatives. Et en fait, il s'est rendu compte que même il se faisait enchaîner par ses clients. Il avait beaucoup de contrats avec ses clients. Et qu'au final, même si à la base, il avait la possibilité d'être hyper créatif, de partir un peu dans tous les sens, vu qu'il avait une certaine intensité ou régularité de travail, il finissait par faire tout le temps la même chose. D'accord. Et il s'en voulait, tu vois. Et en fait, il s'est remis en question là-dessus. Il s'est dit, c'est un secteur qui appelle beaucoup de créativité, où tu as pas mal de liberté et mais tout. Mais ça te l'enlève en même temps aussi. Ouais, ça te l'enlève parce que en fait, tu fais un exercice de répétition et tout. Donc voilà. Donc en fait, c'est assez paradoxal. Bon, je vais pas dire qu'il était content de faire de la vidéo corpo derrière, mais tu vois, genre ça lui permettait de s'aérer un peu l'esprit. Le corpo, c'est toujours bien, parce que il y a de la demande. Il y a de la demande, ouais. Clairement. Et t'as moyen de faire un truc. Il y a moyen de s'éclater, parce que ça te fait rencontrer des personnes issues de plein de milieux différents, parce que le corpo, ça englobe vraiment tout, quoi. Ouais, c'est hyper large, et puis selon la philosophie, la culture de l'entreprise cliente. Moi, c'est le seul truc que j'aime bien dans le corpo, c'est les rencontres avec les différentes personnes. Tu peux rencontrer un chef d'une entreprise, je sais pas, je vais dire une connerie, d'une entreprise de vin, comme une entreprise de moto. Tu rencontres des gens issus de plein de milieux différents, et c'est ça que je trouve enrichissant. Alors, j'ai prévu un petit jeu. Regarde pas ma feuille, parce que ce sont mes anti-sèches, t'as pas le droit de regarder. Non, c'est un petit jeu, c'est le tu préfères, tu dois le connaître. Ok. Donc, je vais te dire des propositions et tu vas me dire vite fait ce que tu préfères. Ça permettra aussi aux gens d'en savoir un peu plus sur toi. C'est un jeu que j'ai fait sur le premier épisode avec Arthur, donc je vais faire la même chose. Ce sera peut-être pas les mêmes propositions parce que j'en ai rajouté depuis. Alors, t'es prêt? Ouais. Tu préfères quoi entre TikTok et Instagram? Instagram. Ok. J'argumente ou pas? Non. Si jamais t'as envie d'argumenter, argumente. Ok. Instagram, parce que j'ai ma communauté dessus, et voilà. Ok. Et TikTok, j'ai pas essayé de progresser là-dessus. Donc, ok. Facebook ou TikTok? TikTok.
Ok. T'es plus burger ou pizza? Ouah, la question dure. Pizza. On sent que ça t'a fait mal au cœur de Ouais, le dire. c'est dur, mais c'est plus varié la pizza. En vrai, si tu pouvais manger que ça, Ouais. je pense que tu as plus de variété de C'est pizza vrai, que tu de peux mettre variété plus de burger. d'ingrédients que dans un burger. Voilà. Après, il y a des gens qui vont me dire ouais, mais un burger, tu peux mettre machin. Tu peux mettre du poulet et tout. Ouais. Un burger, c'est du bœuf, mec. C'est tout. T'as raison. Canon ou Sony? Sony. Ok. Mais je suis pas contre les canonistes. Hein, mais, T'es voilà. team Sony, quoi. Je suis né Sony. Donc, voilà. T'as droit, hein, c'est ton droit. Hein. Focal fixe ou zoom? Zoom, maintenant. Ok. Mais avec un peu de regret. Ah ouais? Ouais, avant Polyvalence plus, peut-être? Pardon? Plus polyvalent? Ouais, en fait, très adapté à ce que je fais pour mes clients, etc. Ouais, ok. Après, du coup, le côté fixe, c'est pour le côté artistique, quoi. J'aime D'accord. bien. Je kiffais faire ça avant, et maintenant, en fait, j'ai plus le temps de travailler avec des focales fixes. Ok. C'est Ouais, plus run and gun. Ouais, Donc c'est ça. zoom, c'est bien pour ça. C'est quoi. ça. Première Pro, DaVinci ou Final Cut? Première pro, Bien joué. Harry Potter ou Seigneur des Anneaux? Seigneur des Anneaux. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais. Je me rappelle toujours de la première fois où j'ai vu le Seigneur des Anneaux. C'est vrai, 1. c'est Du coup, ça m'a marqué de fou. Ah ouais, On était dans les Pyrénées avec mes parents, au ski, dans une station de ski. Il y avait un ciné qui diffusait un film par jour et ça changeait tout le temps. On allait voir le Seigneur des Anneaux, je m'en suis jamais remis. C'est vrai? Ouais, je Ah me ouais, à rappellerai ce point-là. toujours. Ok. Océan ou montagne? Montagne. Sport ou canapé? Je dis la vérité ou ce que j'aimerais. Ah bah, faut dire la vérité. Non, sport. Globalement, je vibre beaucoup plus. En fait, je vibre sur le sport au fond de mon canapé. J'aime bien regarder le sport. Ok. Photo ou vidéo? Vidéo. Ok. Plus Rap de- ou rock? Dur. Ça a changé. Ah ouais? Avant, j'étais plus rock et maintenant, je suis plus rap. Je suis Ok. assez ouvert sur la musique, mais voilà, ça a changé dans ce sens-là. Ça roule. Serpent ou araignée? Serpent. Ok. En termes de peur ou en termes d'appréciation? Est-ce que tu préfères un serpent ou tu préfères une araignée? Je préfère un serpent. Ok. Mm. Je pense que moi aussi. Ouais, hein, je sais pas, Ouais, les araignées, c'est ça me- vicieux. Ah ouais, ça m'horrifie. Ça m'horripile. Je sais pas comment dire, mais Les deux, tu vois, les ça deux. me fait inventer des mots même. Cinéma ou Netflix? Cinéma. Ok. Ville ou campagne? Ville. D'accord. Sunrise ou sunset? Sunrise. Il n'y a personne. À Franchement, fond, c'est mec, trop bien. à fond. Fruits ou légumes? Légumes. Clairement. Ok. Tu préfères avoir plus de temps ou plus d'argent? Plus de temps. Ok. C'est pas ce que tout le monde dit, mais ok. D'accord. Non, franchement. Tu préfères perdre ton compte Insta ou perdre ton compte YouTube? Dur. Je vais dire, je préfère perdre mon compte YouTube. Ah ouais, ok. Parce que, en fait, mon compte YouTube, les chiffres de mon compte YouTube donnent l'impression que mon YouTube est plus performant, etc. Mais je trouve que j'ai plus de D'engagement. contacts et de relations. En fait, ça m'a permis de rencontrer des gens, en fait, Insta, plus que YouTube. Ok. Et du coup, je préfère, mon truc préféré, c'est de rencontrer et de parler avec des gens. Donc D'accord. voilà, Donc Insta alors. Insta, ouais. Pré-prod ou post-prod? Pré-prod. Ok, moi aussi. T'es plus série ou plus film? Ouah, dur. Ouais, plus film. J'ai l'impression qu'il y a un côté... il y a un début et une fin, tu vois. Ouais. Alors que parfois, les gars dans les séries, ils savent pas trop où ils vont amener la fin et je trouve que ça manque un peu parfois. Je trouve Ouais. qu'il y a un côté fini au film. Ouais. Et puis, je trouve que les trucs les plus cultes, ça reste quand même les films, tu C'est vois. vrai, c'est ce qu'on retient plus. Mm. Même s'il y a des séries qui sont quand même top, je pense que les gens retiennent plus les films. Franchement, les grands classiques, il y a pas de... Pour l'instant, il n'y a pas encore de série qui est devenue un grand classique, selon moi, tu vois. Ouais. Après, chacun a son classique Oui, à oui, lui, bien tu sûr. vois, mais il n'y a pas de truc. Qui fait l'unanimité, Il quoi. n'y a pas genre un Star Wars des séries, tu Ouais, vois. voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça va peut-être venir, hein, par contre. Hein. Ouais, de bah, plus bah, en c'est plus, clair. les projets hyper construits. et Ouais, tout. ouais, il y en a des séries de ouf, là. Mm. Tu préfères la viande ou le poisson? Viande. Ok. Tu préfères être très bien payé pour un projet pas ouf ou pas bien payé du tout, mais le projet est trop ouf? La 2.
La 2? Ouais, je veux kiffer. Je veux faire des projets trop cool. Même si t'es vraiment pas payé du tout. Ouais, franchement, j'ai déjà fait des projets. Ça m'arrive encore de faire des projets où je suis pas bien payé, mais juste, je sais que ça va être kiffant, quoi. Ok. Genre dans les festivals de musique. Yes. Je suis pas bien payé, mais qu'est-ce que je kiffe. Ouais, bah ouais, c'est clair, c'est une ambiance, quoi. Ouais, c'est ça. Et enfin, tu préfères avoir une option retour en arrière ou une option pause sur ta vie? Wow, trop beau. Franchement, pause. Retour en arrière, ça va, c'était cool. Hein. Pas de regret. Pas de regret, on avance. Okay. Côté optimiste, naïf, comme je t'ai dit tout à l'heure. Bah ouais. Genre, ouais, non, pas de regret. Faire pause, ouais, de temps en temps pour souffler un peu, se concentrer sur les choses essentielles, etc. Ça roule. Bon bah ok, merci à toi. Trop bien ce jeu. Vous êtes prêts? Anecdote numéro 2. Ok, petite pression. Du coup, je vais être obligé de pas donner les noms, etc. Ah bah non. Mais en gros, je suis engagé pour faire un tournage pour un hôtel. Et ils veulent mettre en avant une expérience qui est en fait que les clients vont pouvoir avoir un repas et accompagné de chefs qui sont connus, étoilés, etc. Ok. Il y a un chef, un sommelier, il y a que des mecs hyper calés dans la bouffe. Et en gros, tu payes ton expérience, tu rencontres le chef, il t'explique un peu comment il a fait le plat et après tu dégustes et tu t'éclates, je pense. Et en fait, donc on prévoit ce tournage-là. Et je me retrouve en fait dans l'hôtel avec la Respocom, qui se reconnaîtra peut-être, on verra. Et du coup, en gros, elle devait solliciter justement ces chefs qui venaient qui devaient participer au tournage, quoi. Je devais les filmer en fait. Okay. Et l'idée c'était de faire une fake expérience, tu vois. On avait 2 modèles qui servaient de faux clients et on avait les chefs qui devaient venir sur la vidéo pour. D'accord. Genre grosse mise en scène. Grosse mise en scène. Okay. Donc en gros, les modèles viennent dans la cuisine. Ouais. Le chef est là, il leur explique, il leur fait dresser l'assiette, tout ça, et après ils vont manger, tu vois. Okay. Et en fait, elle s'est retrouvée en fait face à ces 2 personnes. Donc il y avait un sommelier et un chef étoilé. Le sommelier, lui, il avait pas très envie de faire ce projet-là. Ok. Donc du déjà, coup, quand t'as un gars qui est réticent, tu dis ok, ouais, ça va être une bonne journée. Ça. En fait, il avait pas compris la nécessité de faire la promotion de ce truc-là, alors que je pense que c'était assez pertinent. Donc déjà, lui, pour le faire venir et le faire rester, etc. Il a fallu forcer un petit peu. Il lâchait pas facilement les sourires pendant le tournage et tout, donc c'était compliqué. Alors que ce qu'on cherchait, c'était de la complicité entre le sommelier et les clients. Donc ça, c'était déjà bien compliqué. Parce que l'ambiance du coup est pas terrible parce que la Respocom est stressée. Ça se voit à l'écran après. Ouais, tu vois que le gars a pas envie. Moi, j'ose pas trop donner de consignes non plus. C'est un peu compliqué. Et le deuxième tournage, donc c'était avec un chef. Et du coup, lui, il venait c'était en début d'après-midi. Et il revenait d'un repas avec des clients ou un repas d'affaires, je pense. Ouais. Et je pense qu'il avait bien abusé sur. Tu vois où je veux en venir? Ouais, carrément. Je pense que tout le monde voit où tu veux en venir. Voilà, il avait bien abusé. Et du coup, il est arrivé. Pareil, pas facile à gérer, du coup. Ah là là, il est arrivé, il était intenable. Il faisait un peu n'importe quoi. Je lui donnais des consignes, il ne faisait pas. Il faisait son truc. C'est quelqu'un de connu? Ouais, c'est. Je pense non, dis pas le nom, mais. Il est un peu connu, ouais. Ok. Enfin, pour ceux qui s'intéressent un peu à la cuisine. Il est connu et du coup ça a été compliqué parce que il en faisait qu'à sa tête. Il faisait des trucs, des scènes que en fait il aimait bien faire dans toutes ses vidéos, tu vois. Il a une pause entre guillemets un peu signature qu'il fait tout le temps et du coup il l'a fait pendant 10 minutes et je disais mec, le mec il venait plus en show plutôt que c'est ça, en démo quoi. Alors qu'en fait nous on cherchait vraiment encore une fois de la complicité entre les modèles et lui qui leur explique des trucs et tout. Et voilà, donc en fait, lui aussi, à sa manière, il en avait un peu rien à faire du tournage. Et puis là, toi, t'es là entre les deux, entre tout ça, et t'essaies de tout gérer. Et tu te mets la pression, c'est la première fois que tu filmes dans une cuisine, c'était compliqué, ouais. Mais un peu intimidé aussi, j'imagine. Ouais, forcément, t'oses pas prendre trop les devants, parce que moi, je connais un petit peu, je connaissais un petit peu le type, quoi. Ouais. En gros, je savais ce qu'il représentait et tout. Ok. Et du coup, effectivement, t'es pas en position genre ultra confiant. Arrête, on se concentre, on fait ça, on fait ci. Voilà, t'es pas en confiance, genre parce que t'es un peu
impressionné par son statut. Et du coup, ça te fait, après tournage, ça te fait pas mal redescendre, quoi. Tu te dis, bon, bah, en fait, c'est un mec comme tout le monde, quoi. Bah ouais, du coup, voir un mec qui se met un peu trop boire avant un tournage. Est-ce que ça l'a pas fait perdre en crédibilité, le type? Un petit peu. C'est pour ça qu'on donnera pas de nom, mais. Et voilà, expérience de tournage où, en fait, la moitié des modèles qui sont, pour le coup, les plus importants, sont pas chauds pour le tournage, quoi. Ok. Wow. Voilà. Ah ouais, j'imagine que là, ça a dû être bien, bien compliqué. Du coup, t'as quand même réussi à faire le projet et tout? Ouais, alors... ou c'était galère vraiment du début à la fin? Ça a été galère du début à la fin, parce qu'après, du coup, en termes d'image, on n'avait pas forcément ce qu'il fallait. Ouais, donc t'as dû broder avec ce que t'avais. J'ai brodé avec ce qu'on Ouais, avait. J'ai fini par aller chercher des rushs d'autres vidéos qui avaient déjà été tournées par le passé pour faire le montage final et tout, parce qu'on n'avait pas ce qu'on voulait. Ah ouais, ça c'est galère par contre. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins la cliente a bien compris que c'était pas de ma faute, tu vois. Et elle était là le jour du tournage? Ouais, elle était là le jour du tournage, donc elle a capté, tu vois. Elle était en mode... Donc ça a été long, il y a eu beaucoup d'allers-retours et tout, mais en soi, elle arrêtait pas de dire que voilà, c'était que j'y étais pour rien et que c'est clair. fallait essayer de et elle a pas essayé de temporiser le truc. Elle a essayé. Elle a essayé de le remettre un peu dans le droit chemin et tout, de lui mettre un peu de joie et d'engagement et tout, mais non, ça a été compliqué c'est complexe, d'un bout à l'autre. Puis ouais, c'est ça, en fait, ils ont ce statut, du coup, t'oses pas trop leur dire, les remettre dans le droit chemin. Tu vois, tu te dis, bah en fait, mec, enfin, c'est lui le boss, quoi, entre guillemets, et du coup, t'oses pas lui dire genre. Bah ouais, non, parce que au final. Du coup, c'est pas lui le boss sur la production vidéo, la com et tout. C'était toi le boss, du coup. Après, c'est vrai que c'est quelque chose, quand on n'a pas l'habitude de s'affirmer, surtout quand il y a des gens comme ça qui ont une prestance. Ouais. Prestance et prestige, quoi. Du coup, prestige et prestance, les deux, t'as plus envie de t'écraser qu'autre chose, c'est pas forcément le bon move à faire. Faut que tu les poses un peu sur la table et que tu dises que c'est toi qui sais ce qu'il faut faire et essayer de recadrer le truc. C'est chaud à faire. Tu trembles un peu avant, mais une fois que t'es lancé, c'est bon, c'est trop tard. Il suffit d'une fois, souvent un recadrage ou c'est ça. Tu dis 1, 2, 3, j'y vais, tu dis et hop, c'est parti, quoi. C'est ça. Parce que sinon, après, tu sais que ça va être galère de toute façon. Après, tu te fais bouffer toute la journée, quoi. Ouais, déjà sur le tournage et en post-prod encore plus. Ouais, parce que t'auras pas les rushs que tu veux, tu perds encore plus la conf. C'est ça. Voilà mon anecdote. Ça roule. Ok, bon. Est-elle vraie ou fausse? Elle est vraie. Avec Carlito au milieu. Elle est 100% vraie. Ça roule. Bon, on va finir ce podcast par parler de comment rester productif, créatif. Dans les situations où tu n'as pas de clients, où tu as un peu des temps morts, tout ça, est-ce que ça t'offre plus la possibilité de rester créatif ou au contraire, est-ce que ça te fait un petit peu perdre confiance en toi? Parce que ça peut jouer aussi, la confiance et la créativité, pour moi, c'est lié personnellement, mais je sais pas si c'est le cas pour toi. Ouais, comment tu vis tout ça? Je suis d'accord avec toi. En fait, la difficulté du manque de projet, de productivité, etc., c'est chaud à gérer parce qu'en fait, à la fois, tu peux te dire que ça te laisse de l'espace pour réfléchir, pour créer, pour imaginer des trucs. Bah ouais. Mais en même temps, t'es plus dans l'énergie de l'action. Ouais. Et en fait, moi, je sais que ça me fait ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont traversés par ça aussi, dans la vidéo ou même... non, peu importe le domaine. Peu importe le domaine, je pense. Et en fait, c'est des périodes où effectivement, tu as tendance à te remettre beaucoup en question, à aller chercher trop loin dans tes questions parce que tu as le temps d'y réfléchir. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, moi, mon antidote, c'est vraiment j'ai mis du temps à le savoir, mais c'est vraiment de m'activer, de faire des choses, aussi simples soient-elles, mais de faire des choses, quoi. De faire des choses avec mes mains, de créer des trucs, même créer des bouts de projet, des débuts de projet qui n'iront jamais nulle part. Mais en fait, le fait d'être dans l'action, ça me permet vraiment de me recentrer sur les choses qui sont importantes, qui sont essentielles, et encore une fois, de se changer un peu les idées et d'éviter de trop cogiter. Ouais. J'ai entendu une phrase une fois, je ne saurais pas la redire exactement mot pour mot, mais le sens, c'était un peu, si jamais tu... Attends, c'était quoi déjà? Confie quelque chose à quelqu'un qui n'a pas le temps, il va te le faire. Et si tu confies la même chose à quelqu'un qui a du temps, il va pas te le faire. Ouais. C'était pas dit comme ça, mais le sens c'était ça. Et je trouve que c'est un petit peu en lien avec la créativité ou la productivité, l'inspiration, tout ça. C'est que les gens qui sont ultra actifs, pas hyper actifs, mais qui font plein de choses, ils vont avoir le temps, ils vont toujours trouver le temps de faire tout ce qu'ils auront à faire. Tandis que à l'inverse, les gens qui font pas beaucoup de choses, ça va être compliqué de les booster un petit peu pour être pour les sortir inspiré, créatif, de cette spirale un peu négative, qui est manque de productivité, tout ça. Pour moi, c'est lié tout ça. Ouais, clairement. Il y a un autre aspect, moi, de ma personnalité qui est que j'ai souvent tendance à faire
à faire le truc proche de la deadline, tu vois. Donc Ah ouais. en gros, j'ai plein de temps, j'ai ma deadline, tu peux être sûr que 3/4 du temps va passer et je vais faire dans le dernier quart, je vais faire ce que j'ai à faire, tu vois. C'est vrai. Ouais. Et est-ce que tu te sens plus créatif quand tu es proche de la deadline? C'est vrai. Bah du coup C'est ouais. le cas. Ouais, en fait Ok. j'ai pris une certaine habitude, ce qui fait que je me mets moins la pression d'être trop short. J'arrive à mesurer le temps qu'il me faut, en gros à l'avance à peu près. D'accord. Du coup, je me retrouve jamais trop court en termes de temps. Ouais, t'es pas dépourvu. C'est ça. Et en fait, j'ai cette motivation de la date qui est proche, qui Ok. arrive, et du coup, ça vient tout seul. Et toi, c'est une sorte de moteur pour toi? Ouais, du coup, Ok. c'est pour ça que j'ai besoin vraiment d'être alimenté en projet tout le temps, sinon je me laisse aller et je fais le projet que à la date butoir, tu vois. Ah ouais. Ça m'arrive Ok. rarement de prendre de l'avance. C'est pour ça que j'aime bien demander, un truc qui est hyper important, c'est vraiment d'être clair sur les deadlines avec Ouais. les clients, Ah ouais. parce que ça, moi, ça me... Au début, je le faisais pas, moi, perso. Ouais, bah ouais, c'est ça, t'oses pas en fait. Parce que quand tu te lances, t'as pas forcément le cerveau partout et c'est un détail qui a énormément d'importance, mais tu t'y accordes pas Ouais, forcément de l'importance c'est au ça. début. En fait, tu te concentres sur d'autres choses, quoi. Il y a plein Ouais, d'autres tu te choses à- sur concentres lesquelles- plus sur l'aspect créatif, Ouais. plus que sur l'aspect gestion et deadline et tout ça, Ouais. relationnel et tout. Et le truc que j'ai découvert, moi, c'est que quand ton client te met pas de deadline, c'est que même lui, il a pas d'idée de deadline. Ouais. Et c'est souvent des projets qui glissent, mais de fou. Ouais. Genre, un truc qui pourrait être plié en 2 semaines. Et s'il n'y a pas la deadline qui est au bout des 2 semaines, et que tu n'as pas de deadline du tout, moi, j'ai des projets qui ont déjà glissé sur 4-5 mois, tu vois. Ah ouais. Est-ce Ouais. que toi, tu t'imposes des deadlines sur tes propres projets à toi? Bah, du coup, Par exemple, sur tes vidéos YouTube. Ouais, sur vidéo YouTube, bah, j'avais un truc, c'était ma régularité d'une vidéo par semaine, Ouais. tu vois. Donc ça, au moins, ça te fixe une deadline et puis... Tu prenais et puis pas de voilà. l'avance? J'arrivais pas à prendre de l'avance, Ah ouais. je pense pour la même raison que Ok. j'arrive pas à prendre Toujours au dernier spécialement. moment. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok. Du coup, ça fonctionne quand tu le travailles, ce truc, parce que ça fonctionne pas toujours, en fait. Je sais pas comment tu fais parce que j'ai vraiment trop du mal avec ça. Moi, Ouais. je suis quelqu'un de. Genre, je planifie. Tu vois, là, genre, cet épisode sortira en février. Ouais. Oui, On est fin novembre, tu oui, vois. c'est trop bien. Donc, ça montre à quel point je planifie mes trucs. C'est peut-être pas la meilleure méthode, mais en tout cas, moi, c'est la méthode qui fonctionne ouais. pour moi. Ouais. Mais je serais incapable de me dire, genre là, l'épisode dont on le tourne aujourd'hui, il sort la semaine prochaine. Je serais incapable. Ok, tu vois. c'est marrant. Ça te fait peur? Ça fait quoi, en fait? Bah Qu'est-ce ouais, que tu en ressens? fait, c'est que moi, je stresse vite. Ok, Et je suis quelqu'un qui intériorise énormément, donc le stress, c'est très néfaste pour moi. ok. Donc du coup, j'ai besoin de ça, de prendre de l'avance sur tout ce que je fais Mhm. pour pouvoir m'en sortir. Et c'est pareil pour les projets pro avec des clients et tout. J'ai besoin d'avoir une visibilité, vraiment d'être sûr que je vais faire les bonnes choses au bon moment et de pas me retrouver dépourvu, quoi. Ouais, je comprends. Genre Ouais. là, tu vois, tout à l'heure, j'ai un photoshoot. Mm. On me demande de livrer toutes les photos demain. Ouais. Bah, ça Ça te tend. me met un petit stress, tu vois. Ouais, ouais. Je sais que je le ferai parce que les retouches photos, c'est pas ce qu'il y a le plus long à faire. Mm. Mais imagine demain, j'ai un problème d'ordi ou quoi. Je suis d'accord. Je perds une Ouais. journée, je suis mort, quoi. Mm. Voilà. Donc le fait de pas avoir et ça, tu vois, ça freine un petit peu l'aspect créatif parce que le fait de me dire que j'ai une deadline, ben, je vais plus me focaliser là-dessus que sur l'aspect créatif en tant que D'accord. tel. Ouais. En fait, marrant. c'est comme ça que je fonctionne. Après, je sais qu'il y en a qui fonctionnent totalement Ouais. différemment. Bah ouais, moi du coup c'est assez différent. Tu vois, par exemple, Bah moi, un ouais. truc je me dis, j'ai un projet ce soir et je dois rendre les trucs demain. Moi, ça me va de fou. Enfin, genre, oui, tu peux avoir des imprévus, Ouais. mais c'est explicable. Si Ouais, ouais, le c'est clair. client, Ah oui, oui, si c'est le sûr. client il te fixe cette date-là, il sait les risques aussi que, enfin, Oui, oui. Après, qu'il peut y avoir c'est juste comme un des exemple. retards. Je sais que ce Ouais. sera fait. Ça me stresse pas plus que ça, Ouais. mais j'ai toujours un petit, Ouais, non, un mais petit je vois côté de ce moi que tu qui veux se dit, ouais, mais si Ouais. jamais j'y arrive pas, tu vois. Ouais. Mais moi, du coup, ouais, vu que je fonctionne comme ça à la base, je me rassure et je me dis, j'ai la capacité en termes de travail de le faire et de le sortir à temps. Et Ouais, ouais, du coup, ok. là. Et en fait, voilà, je le fais. Quand je dis dernière minute, c'est pas, c'est pas pour finir à l'arrache. Oui, 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 C'est, oui, oui, je comprends. maintenant que j'ai travaillé cet art entre Bah, guillemets, en fait, de c'est le que faire, tu sais le temps que ça te prend de ouais. produire telle ou telle C'est ça. chose, que ce soit un tournage, un montage. ouais. Et je Tu te travaille dis, pas mal bon, à la. bah, il me reste encore ce temps-là, bon, bah, je vais réussir à gérer. C'est quoi. ça. Et je travaille pas mal à cette motivation-là de la D'accord. date qui approche et voilà. Du coup, ça me permet de cibler le temps qu'il me faut et d'être créatif sur cette période-là efficace, quoi. J'arrive Ok. pas trop à faire À un petit planifier. petit Ok. avancement de projet pas à D'accord. pas. Et parce que tu Ouais. sens que ça te freine au niveau de la créativité ou Euh, le fait de te dire que tu as trop de temps, est-ce que ça peut être un frein justement à ton Ouais. inspiration et ta créativité? Bah ouais, moi en fait c'est ça du coup mon problème, c'est que du coup ce qu'on disait tout à l'heure, en gros ce qui fait ce système, enfin ce fonctionnement là, ça me fait que j'ai des périodes où j'ai rien à faire entre Ouais. guillemets,
Et du coup, c'est à ce moment-là où je cogite trop et que c'est la merde. Donc, ce qui se passe, c'est que je vis beaucoup mieux quand j'ai beaucoup de taf, ce qui fait que j'enchaîne. Je me pose pas la question de quand est-ce que je vais faire ce projet-là pour la dernière minute. Tu fonces tête baissée. Je fonce tête baissée. Et en fait, ce flow d'action fait que derrière, c'est beaucoup plus simple de passer à l'action, quoi. Comme tu le disais tout à l'heure, le changement d'état, il est difficile, quoi. C'est-à-dire que si tu fais rien et qu'on te demande de faire quelque chose, il y a un risque que tu dépenses beaucoup d'énergie à te réactiver, quoi. C'est ça. Alors que là, si t'es déjà en train de faire des trucs et qu'on t'en rajoute en plus, tu dis bon, c'est pas grave, je suis habitué, je suis dans ma lancée, je continue. Ouais, ça va me prendre 2 heures de plus, c'est bon, je le fais, quoi. Et beaucoup plus simple que quand t'es dans ton canapé et que tu réfléchis à ce que ta chaîne YouTube pourrait devenir dans quelques années et tout, et qu'on te demande de faire un truc dans 2 heures. Là, c'est panique pour le coup, parce que ça te casse dans ton truc et en même temps, il faut que tu t'actives rapidement, quoi. Ok. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'était cool. Carrément. Vaste sujet, franchement. De ouf. Trop. Il y a plein de trucs à dire. Oui, je pense que chacun apprécie la créativité et l'inspiration de manière différente en plus. Ouais, c'est ça. Il y a des points communs, mais il y a aussi une façon de faire. Tout le monde a sa manière d'être créatif. C'est très personnel. Tout le monde a sa manière de fonctionner, d'être inspiré. Parfois aussi, on peut être inspiré de choses qui n'ont totalement aucun rapport avec ce qu'on fait. Ouais. Tu vois, moi, je fais de la musique et je fais de la vidéo. Je peux être inspiré par, je sais pas, quelqu'un qui fait du sport. Ouais. Ça va m'inspirer pour écrire de la musique, ça va m'inspirer pour faire des vidéos, mais pas forcément des vidéos de sport. Tu vois, on a tous quelque chose qui nous inspire. Et c'est vachement intéressant. Ça, je pense que c'est la bonne conclusion, c'est que s'inspirer aussi, c'est rencontrer des gens, partager des choses, en fait. Et chacun a son univers, chacun a ses problématiques, chacun a ses réussites, ses questionnements, tout ça. Et en fait, le fait d'échanger comme aujourd'hui, tu vois, ça ouvre des horizons, des possibilités et tout. Ça permet de voir comment fonctionnent d'autres personnes. C'est que du plus, quoi. Ouais, donc sortez dans la rue et allez rencontrer des gens. Ouais, je suis trop d'accord. Je suis le dernier à le faire, mais je suis le premier à le dire. Ouais, pareil. Ok, merci beaucoup, Vince. Je vais mettre tous les liens de tes réseaux. Alors, t'as pas TikTok? Si, t'as TikTok? Ouais, j'ai un TikTok, mais je vais tout mettre. De toute façon, je vais mettre Insta, TikTok, YouTube. Suivez-le. Je vais mettre tes 2 chaînes YouTube aussi. Ok. Ouais. T'en as pas de plus? Non, j'en ai que 2 pour l'instant. Lundi et Balt. Ok, je vais mettre les 2. Ouais. Et un grand merci à toi. Pensez à vous abonner, à liker aussi. Likez la chaîne, Nico. À donner une note à ce podcast si jamais vous nous écoutez sur les plateformes. C'est important de noter des notes de donner des notes pour le référencement. Voilà. Merci à toi. Et puis moi, je vous retrouve au prochain épisode. À très bientôt. Ciao. Salut.